Et j'analyse ces deux rapports de la vérificatrice générale du Canada avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, des millions de doses de vaccins contre la COVID-19 gaspillées par Ottawa pendant la pandémie. En même temps, la pression était évidemment énorme pour que le gouvernement fédéral conclue le plus d'ententes possible avec différentes compagnies pharmaceutiques pour obtenir des vaccins le plus rapidement possible. Geneviève, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est embarrassant pour le gouvernement Trudeau ou si c'était tout simplement ce qu'il y avait de mieux à faire dans les circonstances? Oui, j'irais avec la deuxième explication. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis rappelez-vous, dans le temps de la pandémie, la COVID, au début, on disait il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a pas assez de vaccins. On poussait le gouvernement à négocier rapidement. Puis c'est effectivement ça qui est arrivé, c'est qu'en négociant rapidement, ben des fois, on en commande plus que ce qu'on en a besoin. Puis après, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vaccins-là? Là où on peut se poser un peu des questions, c'est qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire une fois qu'il savait qu'il avait des surplus considérables? Est-ce qu'il aurait dû lancer une campagne de vaccination auprès de la population pour accélérer le rythme? On sait que les gens ne sont pas tellement vaccinés actuellement. Est-ce qu'il aurait dû donner les doses à l'étranger? On a beaucoup parlé de la sous-capacité ou enfin du faible nombre de vaccins disponibles dans plusieurs pays moins favorisés que le Canada. Et là, on pourrait se poser la question, mais je pense que la plupart des gens vont dire oui, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Mm-hmm. Puis c'est ça qui va sans doute aider le gouvernement. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, je suis d'accord. Écoutez, le Canada, on le savait déjà à l'époque. En deuxième partie de 2021, on a signé plein de contrats avec des compagnies pharmaceutiques, plus qu'on a commandé beaucoup plus de doses dont on pensait à l'époque avoir besoin, parce qu'on ne savait pas trop lorsqu'elles deviendraient disponibles. Alors, on a pris un risque et en fait, le risque était payant parce qu'on a réussi à vacciner les gens, même s'il y a eu des retards au début de l'année 2022. On a réussi à très bien s'en sortir par rapport à d'autres pays. Donc, oui, on aurait pu donner ça, les doses supplémentaires là, qui nous restent, les surplus, si on veut, à d'autres pays. Mais je pense qu'en général, les gens vont comprendre que c'était mieux de prendre un risque dans ce sens-là, d'en avoir trop, que de ne pas en avoir assez. Oui, c'est ça. Allons-y avec le deuxième rapport de la vérificatrice générale qui examine l'aide du gouvernement pendant la pandémie. Donc, 4,6 milliards versés à des personnes qui étaient non admissibles. En plus, il y a 27 milliards à examiner. Geneviève, là, par contre, est-ce que cette histoire, ça risque de hanter les libéraux, vous pensez? Oui, et dans deux sens. Le premier sens, c'est effectivement ce que vous faites tous les efforts nécessaires pour aller chercher les sommes qui ont été données, qui n'auraient pas dû être données. Et donc, ça, le gouvernement devrait avoir les outils pour le faire, devrait être capable de le faire. Et s'il ne le fait pas, ça va être effectivement un problème. L'autre problème, on l'a vu un peu, c'est que le gouvernement avait commencé à réclamer des sommes qui avaient été versées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être à plusieurs personnes et ça l'a un peu mal passé dans la population. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient tout juste à la limite de pouvoir obtenir ces sommes, qui avaient quand même dû passer à travers la COVID, c'était difficile, il y avait besoin d'argent. Et là, on va chercher un peu sur la sensibilité publique, c'est-à-dire, oui, ça n'aurait pas dû être versé, mais en même temps, est-ce que c'est pas injuste d'aller rechercher ces sommes-là auprès de gens qui en auraient besoin, là? Et là, l'opinion publique peut rentrer aussi dans ce discours-là. Puis c'est ce qu'on avait vu il y a quelques mois quand le gouvernement avait commencé à faire ça. Donc, le gouvernement marche sur des deux côtés. Il sera jamais gagnant dans cette situation-là. Soit on va lui reprocher de mal gérer les fonds publics, soit on va lui reprocher de pas aider les gens qui en ont besoin actuellement. Et donc, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Ceci étant dit, on s'attend à ce que le gouvernement gère comme il faut, comme un bon père de famille, on dit, les finances publiques. Et donc, il faudrait qu'il le démontre de façon convaincante là, pour une bonne partie de la population. Daniel, sur la gestion des finances publiques? Oui, bon, c'est la façon dont les politiques comme la PCU ont été conçues. On savait qu'il y aurait des gens qui vraiment demanderaient de recevoir de l'argent, qui poseraient leur candidature et puis qui recevraient des chèques par erreur. Et donc, il y aurait aussi de la corruption ou des gens de la fraude. Donc, je pense que quand on fait une grosse omelette, on casse des œufs, beaucoup d'œufs, et dans ce cas-là, ça s'est pas produit. Mais en même temps, je pense que la vérificatrice générale a reconnu que le gouvernement fédéral a agi très rapidement. On est dans une situation économique vraiment dramatique au début du printemps 2020 et il fallait agir très vite et on le fait avec la PCU et d'autres mesures.
Mais évidemment, l'envers de la médaille, c'est que quand on va très vite et qu'on conçoit des programmes en quelques jours, au moins quelques semaines, il y a des erreurs qui se produisent et il y a une sorte d'imprécision dans la façon dont les populations sont ciblées. Ouais. Et puis, on l'a vu avec les CU et d'autres programmes. Oui, on échappe, comme on dit. Ça fait le tour des 2 rapports de la VG qui ont été déposés aujourd'hui. L'autre gros dossier cette semaine à Ottawa, c'est les amendements des libéraux au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Des amendements qui arrivent à la dernière minute. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez du travail de communication du gouvernement Trudeau dans ce dossier-là, surtout avec des amendements qui sont comme ça présentés à la dernière minute et qui auraient pour effet d'interdire certains fusils de chasse? Alors, encore une fois, le gouvernement a un problème de communication, n'est pas capable de clarifier sa pensée, puis n'est pas capable de la communiquer. Et on a toujours l'impression avec ce gouvernement-là que le gouvernement prend les meilleures décisions possibles et n'est pas obligé de se justifier auprès de la population. Puis malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec un gouvernement majoritaire, mais encore moins avec un gouvernement minoritaire. Et je peux pas concevoir qu'en matière d'armes à feu, ça fait des siècles, là, je peux même pas dire ça fait des années, ça fait des siècles qu'on en parle, qu'on n'arrive pas à mieux articuler le message puis arriver finalement avec une ligne de conduite claire. Ça aurait dû être fait au début du dépôt du projet de loi. Je vois pas ce qui a changé depuis quelques mois là pour qu'on arrive à faire des amendements. On le sait, il y a une chasse gardée des chasseurs. Les chasseurs, c'est des besoins particuliers. Il faut pas les toucher dans ces plates-bandes-là. Le reste fait relativement consensus. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas capable de le voir et de l'expliquer puis d'arriver avec une bonne politique? Alors, encore une fois, une mauvaise décision partielle. Je dis pas que tout le projet de loi est mauvais, mais une mauvaise décision du gouvernement. Ouais, Daniel, du côté des conservateurs, on se positionne clairement là, sur le sujet. Les conservateurs ont même cité Carey Price au début de la semaine. Pierre Poilievre semble vouloir faire appel à sa base électorale, comme on dit. Est-ce que ça pourrait se retourner contre les conservateurs? Ben, ça dépend. Dans le cas présent, je pense que ça ne peut pas leur nuire s'ils se contentent de critiquer les changements récents au projet de loi C-21. Mais c'est sûr qu'on on allait trop loin dans cette rhétorique-là en faveur donc d'une approche, disons, plus ouverte pour ce qui est du contrôle des armes à feu, donc un contrôle des armes à feu moins serré. Je pense que ça pourrait se retourner contre eux dans les grandes villes. Donc, c'est un jeu d'équilibriste un peu pour, je pense, les 2 grands partis au sujet de cette question-là, parce que oui, les chasseurs sont très bien organisés et il faut pas leur marcher sur les pieds. Et les conservateurs, eux, je pense, dans leur cas, doivent faire attention de ne pas pousser la rhétorique trop loin au niveau de la protection des droits des propriétaires d'armes à feu, parce que il y a quand même une majorité de Canadiens qui est en faveur d'un contrôle assez strict des armes à feu. Donc, il faut trouver un équilibre ici. Oui, il nous reste à peine 30 secondes. Je veux vous entendre en terminant. Geneviève, je finis avec vous sur les rumeurs qui entourent le ministre François-Philippe Champagne. Certains le voient faire le saut sur la scène provinciale et se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça vous semble plausible, Geneviève? Plus ou moins, j'avais toujours l'impression que M. Champagne était intéressé par la politique fédérale. Il n'y a pas vraiment de lien sur la scène provinciale. Ce serait une surprise de le voir arriver sur la scène provinciale. Ceci étant dit, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Je pense à Jean Charest. Peut-être que, mais ce serait intéressant si effectivement les rumeurs s'amplifient. Ce serait intéressant parce que ça voudrait sans doute dire, la possibilité de remplacer Justin Trudeau à court terme n'est pas vraiment là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ailleurs? Ce serait une bonne chose pour M. Champagne. Mais en même temps, est-ce que lui est intéressé par le Parti libéral du Québec qui ne va pas très bien? Et donc, est-ce que c'est pas des appels, justement, pour aller chercher une candidature de qualité alors qu'on en a besoin, mais qu'il y a peu de personnes qui répondent présent jusqu'à présent? On va suivre la trajectoire du ministre Champagne. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Très apprécié. Merci, au revoir. Au revoir.